Alors, on se motive, on y va, il nous reste 2 heures. 2 heures à virer. Enfin, pour aujourd'hui. Hein. Ah oui, dernière question, votre conseil de classe, c'est quand vous? À quelle heure? Alors, apparemment, pour les enseignants en visuel, oui. Donc, midi 30, moi j'ai. À midi 30. Donc, moi, midi 10, j'ai cours. Donc, j'arriverai en cours de route, je pense. Ah, mais non, parce que peut-être que les. Je sais pas comment ça marche, parce que quand les conseils sont en présentiel, ils peuvent être prioritaires et les cours sautent. Mais là, comme il y a pas mal de retard avec la philo, je suis pas sûr que. Oui, oui, mais bon, vous aurez une note, ça aurait été un peu un trimestre difficile, donc je sais pas. Ah, je sais pas. Écoutez, on verra ça de toute façon. Hein. Ouais. Pourquoi il n'a pas fait l'appel là? J'ai un tout petit problème à régler là. Pourquoi il veut pas faire l'appel? Bah. Ah, c'est bon, ça marche. Faire l'appel. Tout le monde est là. Parfait. Donc on était au 2.1, le pré-insistant du philosophe, donc je vais expliquer. Et puis après nous allons, enfin, je vais dicter et vous allez noter. Allez, bon, mais il n'y a pas beaucoup de dictée aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une dictée light par rapport à la dernière fois en tout cas. Allez, moi aussi il faut que je... Alors, ok. Donc l'idée c'est que jusqu'à présent, on s'est intéressé à toutes les philosophies qui envisageaient le modèle idéal de société. Et ce modèle idéal, bien sûr, reposait sur certaines conditions qui le rendaient légitime. Ce qui signifie que tous les modèles idéaux ne sont pas forcément légitimes. Le nazisme, c'était peut-être un modèle idéal pour quelques-uns, pas très légitime. Non. Donc bon, le problème qu'on a maintenant, c'est que concrètement, eh bien, tous ces modèles politiques idéaux, ils se heurtent à une réalité qui empêche leur réalisation. Alors, on pourrait dire que ce que je vous dis là est un lieu commun, c'est-à-dire que oui, concrètement, les hommes ne sont pas assez vertueux, pas assez sages, pas assez éduqués, pas assez, je sais pas, altruistes pour réaliser les modèles politiques tels qu'on les a présentés dans la section précédente. Bon, soit. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce que je vais vous dire là, c'est qu'en fait, il n'existe aucun monde possible dans lequel les modèles politiques qu'on a établis et dont on a parlé dans la section précédente sont réalisables. C'est impossible. Ou alors, ce serait possible dans des conditions très très particulières qui ne sont pas les conditions de notre vie concrète et réelle. Donc, les idées qui seront avancées ici, celles de Mandeville d'abord et celles de Machiavel après, sont de nature à stipuler que le monde ne peut pas être gouverné par des bonnes personnes. Les régimes politiques ne peuvent pas avoir une légitimité à proprement parler. Au sens de Rousseau, au sens de Platon, au sens de Kant, les régimes politiques sont et seront toujours de toute éternité nécessairement illégitimes. Parce que la seule légitimité, dans les faits, c'est la force. Donc vous voyez que je vous dis le contraire de ce que je vous ai dit dans la première section. Alors, cette première idée est développée par un philosophe. Par un philosophe qui s'appelle Mandeville. Je vais vous expliquer la pensée de Mandeville. Il y a un côté assez jubilatoire dans cette pensée. Alors, Mandeville, c'était un philosophe du début, enfin philosophe. Il se présentait lui-même comme étant médecin des âmes, donc une sorte de psychologue, si vous voulez, c'est l'ancêtre de la psychologie. Vous allez voir, sa philosophie est très psychologique d'ailleurs. Mandeville était traducteur de Jean de La Fontaine, et à force de traduire des fables, ça lui est monté à la tête, il a fini par en écrire une lui-même, très connue, la fable des abeilles. Et alors la fable des abeilles, c'est une fable qui raconte que qui décrit l'organisation
dans une ruche d'abeilles. Et alors Mandeville remarque que dans la ruche, chaque abeille remplit une fonction particulière, et cette fonction, elle ne la remplit pas pour le plaisir de la communauté, elle ne le remplit pas parce que c'est bien pour tous, non. Elle remplit cette fonction parce que eh bien, ça provoque chez elle de la satisfaction, ça génère de l'utilité. En fait, chaque abeille agit égoïstement pour son propre compte dans la ruche. Il se trouve que le fait que chaque abeille agisse individuellement, séparément, de manière égoïste, conduit socialement à une harmonie, l'harmonie de la ruche. Ça marche. Mandeville en conclut, c'est hyper logique, vous allez voir, que c'est pareil pour les êtres humains. Donc si chacun évolue de manière égoïste en servant ses propres intérêts, alors ce sera l'harmonie sociale. En revanche, si les humains ou les abeilles commencent à se mêler des affaires d'autrui, commencent à vouloir le bien d'autrui, à vouloir s'inquiéter pour autrui, en fait à faire des choses qui ne relèvent pas de leur simple égoïsme, alors c'est la société, la ruche, qui s'effondre. Donc, oui, une ruche, avec des abeilles. La fable des abeilles. C'est une fable. Une fable. C'est un peu comme le corbeau et le renard, si vous voulez, sauf que là, c'est les abeilles. On voit donc Mandeville, en fait, compare la société humaine à une ruche d'abeilles. Je vous laisse seul juge de la pertinence de cette comparaison. Maintenant, je ne vais pas émettre de jugement là-dessus, sinon on va encore dire que je tape sur tout ce qui bouge. Bon, oh non, pas encore, parce que je vous ai que depuis 2 semaines. Bon, mais bon, honnêtement, entre nous, c'est quand même un peu léger, philosophiquement parlant. Très léger. Pour pas dire autre chose. Bon. Bref, donc on comprend l'idée de Mandeville. L'idée, c'est que c'est l'égoïsme qui doit gouverner la société. Hein, c'est une norme qu'il pose. Là, c'est peut-être ceux qui font SES, ça leur rappelle quelque chose. L'égoïsme est posé comme norme. Il faut agir de manière égoïste, comme ça, c'est l'harmonie sociale. Mais c'est peut-être pas ça le plus intéressant chez Mandeville. Mandeville a écrit un traité, une recherche sur l'origine de la vertu, une recherche sur l'origine de la morale. Et cette recherche, elle est liée à des préoccupations politiques. Mandeville se demande si la vertu peut gouverner en politique. Question somme toute intéressante. Alors, il remarque que la société est divisée en 3 catégories. Un peu comme dans le bon, la brute et le truand. Sauf que là, il y en a 3. Première catégorie, la plupart des gens, les gens ordinaires, les gens honnêtes, qui veulent vivre en paix, ensemble, en respectant la loi, en se comportant de manière éthique, correcte avec les autres. Deuxième catégorie, les hors-la-loi, les tricheurs. Bon, ce sont les cambrioleurs, les gens qui font des excès de vitesse, ceux qui manifestent sur la place de la République avant de se faire tabasser par la police, ceux qui portent pas leur masque et qui sont tabassés par la police aussi. Enfin, tous ces gens ça fait beaucoup de gens du coup qui sont tabassés par la police. Et ce que dit Mandeville, c'est que ces gens-là, eh bien, servent de contre-exemple à ceux qui respectent la loi. Ils donnent une bonne raison à ceux qui respectent la loi de continuer à la respecter. Non seulement parce qu'ils sont punis et que bon, c'est forcément intimidant, mais aussi et surtout parce qu'il y a une forme de plaisir à observer les autres souffrir quand ils se comportent mal. Ça donne l'impression qu'il y a une justice qui se produit là. Regarde-le, celui-là, cet élu qui était en train de défendre un migrant sur la place de la République. Moi, j'aurais jamais fait ça, je défends les valeurs de ma patrie, la police a bien fait de le tabasser. Voilà, j'ai raison, moi, d'écouter le ministre de l'Intérieur. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, en fait, l'idée, c'est que les personnes ordinaires sont confortées dans leur position par le fait que les tricheurs, ceux qui ne respectent pas la loi, soient punis. Puis, troisième catégorie, dit Mandeville, ce sont les pires de tous. Hein, c'est dans le texte, The Worst of All, texto, c'est ça. Alors, les pires de tous, ce sont ceux qui nous gouvernent, d'après lui. Et c'est nécessaire. Il ne peut pas en être autrement. Pourquoi ? Parce que Mandeville base sa réflexion dans la philosophie de Hobbes. Comme Hobbes, il pense que à l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Comme Hobbes, il pense que le problème de l'état de nature, c'est la rareté des ressources qui est accrue par l'état de guerre de tous contre tous. Donc comme Hobbes, il pense qu'il faut que l'ordre soit établi. Sauf que Mandeville se dit de manière très pragmatique que celui qui gagne la lutte à l'état de nature, c'est pas le plus gentil, c'est pas le plus sympa, c'est pas le plus doux, c'est pas le plus intelligent. Non, c'est le plus violent, le plus impitoyable, le plus abject, le plus redoutable. Celui qui n'a aucune pitié, aucune gentillesse, aucune vertu, rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir.
Et une fois qu'il a le pouvoir, eh bien, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde. Ou il fait en sorte que les institutions qu'il met en place se perpétuent pour que le pouvoir soit incarné toujours sous la même forme. Donc celui-là, en fait, fait la loi, donne l'impression à tout le monde qu'il obéit à la loi, mais il enfreint la loi. Si vous voulez, c'est DSK, quoi. C'est DSK, c'est Cahuzac, c'est Gérald Darmanin, enfin, c'est tous ces gens-là. Donc, en fait, qui ont le pouvoir et qui, en plus du pouvoir, sont systématiquement impunis du fait même qu'ils aient le pouvoir. Et l'idée, c'est que ça ne peut pas être autre chose que les pierres de tout ce qui est le pouvoir. Parce que si quelqu'un de vertueux arrive au pouvoir, ce pouvoir-là sera convoité par quelqu'un de non vertueux qui mettra tout ce qui est en son pouvoir pour l'évincer. Donc on est destiné à être gouverné par les pires, par ce qui se fait de pire. C'est le philosophe Alain qui disait que les hommes intelligents occupent toute leur existence à essayer de se gouverner eux-mêmes, et que par conséquent, ce seront les pires qui gouverneront. C'est un peu ça l'idée. Alors Mandeville, je vous rassure, pour ceux qui sont inquiets, dit que voilà, cet état de fait, c'est aussi et surtout la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. Donc il n'y a pas de quoi s'offenser. Pourquoi c'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi? Parce que les hommes, enfin, Adam et Ève, vous vous rappelez, au moment de la Genèse, donc ça s'est passé il y a environ, je sais pas, 4000 ans. Donc il y a environ 4000 ans, vous voyez, il y avait le jardin d'Éden, Adam et Ève, voilà. Bon. Le monde a été créé en 7 jours, cette histoire-là. Et en fait, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, puisqu'ils ont goûté le fruit de l'arbre de la connaissance. Depuis, Dieu leur a promis une vie de souffrance. Et comment souffrir plus que lorsque toute sa vie durant, on est gouverné par la lie de ce monde, par les pires personnes qui puissent exister? Qu'est-ce qui peut générer plus de souffrance que d'être gouverné par les pires personnes qui puissent exister? Rien. On sait bien la volonté de Dieu si ce sont les pires qui gouvernent. Alors, cette analyse philosophique et théologique profonde a valu à Mandeville d'être à son époque rebaptisé Man Devil, c'est-à-dire l'homme du diable. Son nom s'y prêtait d'ailleurs plutôt bien. Voilà. Donc, c'est ça l'idée de Mandeville, c'est que les pires gouverneront nécessairement. Il ne peut pas en être autrement. On est condamné à être. Le pouvoir politique échappe nécessairement à la rationalité, à la philosophie. Il est entre les mains des personnes les moins recommandables, les plus impitoyables. C'est assez triste, n'est-ce pas? Alors, dans le même paragraphe, même si les idées sont quand même assez différentes, je voulais mentionner la philosophie de Machiavel. Comme vous connaissez Machiavel, qui est l'auteur de Prince, bien sûr. Quand on parle de prince en philosophie, on parle souvent de celui qui a le pouvoir politique. En fait. Le prince, c'est le gouvernement, le roi, le président. C'est la figure de celui du dirigeant politique, le prince. Machiavel, cependant, il est confronté au même problème d'ordre psychologique. Il se demande si un homme vertueux pourra gouverner. La réponse est encore non. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est vertueux aura tendance à céder son pouvoir, du fait même de sa vertu, aux autres, au risque de perdre son pouvoir. Et ce que dit Machiavel, c'est qu'un homme ouvertement injuste, ouvertement belliqueux, ouvertement mauvais, ne peut pas gouverner non plus. Parce que si un prince se comporte comme un tyran, un dictateur de manière ouverte, il attisera la haine. Vous remarquez que même d'un point de vue très factuel, beaucoup de régimes totalitaires qui étaient basés sur l'arbitraire et la violence ont attisé la haine et n'ont pas perduré. C'est un peu ce que craint Machiavel. Il se dit, si le prince agit de manière totalitaire, de manière violente, de manière irrationnelle, il sera renversé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, la solution est simple. Le prince doit donner l'impression d'avoir toutes les qualités morales. Toute la vertu, toute la morale, les qualités de religion, les qualités de bonté, de sympathie, enfin tout ce que vous voulez. Mais il ne doit en posséder aucune. En fait, il faut que les gens croient que le prince est quelqu'un de bon et de juste, sans que le prince soit vraiment ni bon ni juste, pour garder le pouvoir. En fait, le prince, chez Machiavel, il est en représentation. C'est un peu déjà le cas chez Mandeville. Le pire de tout ce qui gouverne est en représentation. Il fait la loi, il fait la morale aux autres, il ne respecte pas la loi, il ne respecte aucune morale.
pensez TSK, Darmanin, tous ces gens-là. Eh bien, c'est un peu ça chez Machiavel. Quelqu'un qui pose des normes morales, des normes juridiques, mais qui n'en respecte aucune. Sa seule finalité, c'est de garder le pouvoir. Mais ce qui compte, c'est qu'il représente quelque chose, enfin, qui représente un pouvoir qui soit légitime. Il doit avoir la représentation de la légitimité sans être lui-même fondamentalement légitime. Puisque ce qui le rend légitime, in fine, c'est la force. Ça vous faire penser à une fable qu'a écrit Blaise Pascal, la fable du naufragé. C'est l'histoire de... C'est une fable. Dans une contrée lointaine, le roi de la contrée a disparu. Quelques jours plus tard, on retrouve naufragé à la mer un homme qui ressemble trait pour trait au roi. Mais ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais il ressemble quand même trait pour trait au roi. Alors, le peuple qui est convaincu que c'est le roi décide de le mettre sur le trône. Sauf que le naufragé, il ne sait pas, lui. Il ne sait pas du tout gouverner. Il ne sait pas du tout ce qu'il faut faire pour gouverner. Mais il comprend très vite que pour gouverner, il suffit d'être en représentation. Lui, je vous avais déjà parlé de ça? Non? Non? Oui, non? Lui, il sait qu'il usurpe le pouvoir politique, il sait qu'il est un usurpateur, mais d'un autre côté, comme on lui obéit parce que tout le monde croit qu'il est le roi, il arrive parfaitement à représenter le roi, alors il n'a aucune raison de penser non plus qu'il est un usurpateur, si vous voulez. En fait, c'est l'exercice du pouvoir lui-même qui rend celui qui l'exerce comme un usurpateur, parce qu'il ne l'exerce pas en tant que personne, il n'exerce pas, et puis il n'applique pas sa propre volonté personnelle. Non, il ne fait que faire ce que la fonction attend de lui, afin d'être capable de gouverner. C'est la raison pour laquelle le naufragé arrive aussi bien à gouverner que l'ancien roi. On pourrait même tirer la conclusion suivante, c'est qu'à peu près n'importe qui serait capable de gouverner, en fait. Enfin, c'est une conclusion assez affligeante, c'est que on n'a besoin d'aucune compétence particulière pour gouverner. On peut mettre n'importe quel imbécile, dès lors qu'il arrive à donner l'impression qu'il est moral et qu'il arrive à se faire aimer par les peuples, il peut faire ce qu'il veut, il restera en place. Voilà, donc ce sont les deux idées de Mandeville et de Machiavel. Le pouvoir appartiendra nécessairement à la force, une force qui est en représentation, qui donne l'impression d'être autre chose que ce qu'elle est, qui donne l'impression d'être louable, chérissable, appréciable, alors qu'en réalité, elle est parfaitement impitoyable. Bon, sur ces bonnes paroles, ça fait quand même presque 20 minutes que je parle, il va falloir dicter un peu. Vous êtes d'accord? Je comprends que vous soyez d'accord. Alors, hop. Bon, alors, le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Oui, le rôle, oui. Oui. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Parce que la réalité du monde politique, du philosophe. Parce que la réalité du monde politique obéit à sa logique propre, virgule. Parce que la réalité du monde politique obéit à sa logique propre, virgule. Obéit à sa logique propre, virgule. Logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la rationalité. Logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la rationalité. De celle de la philosophie et de la rationalité. Point. L'État a pour fonction principale
Rationalité. Voilà. L'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir l'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir voué à se conserver. En fait, ça veut dire que l'État, il est conservateur, si vous voulez, pas progressiste. Voué à se conserver. Point. Concrètement, le rôle de l'État, n'est pas de servir les intérêts de la société. Concrètement, le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société. D'assurer les intérêts de la société. De servir, pardon, les intérêts de la société. Et pas de servir les intérêts de la société. Mais d'assurer l'ordre social afin de prévenir toute crise politique et de perpétuer son pouvoir. Afin de prévenir toute crise politique et de perpétuer son pouvoir. Point à la ligne. D'après Mandeville, dans ses recherches sur l'origine de la vertu morale. Le titre du bouquin, c'est Recherche au pluriel sur l'origine de la vertu morale. D'après Mandeville, dans ses recherches sur l'origine de la vertu morale. Le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Point. Non, virgule. Le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Point. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Point. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Je reprends. Mandeville livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Voilà. Je sais pas c'était où ça. Ah oui. Le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Alors, voilà. Pour lui, la société se compose de 3 catégories. Pour lui, la société
Petit 1, les hommes moraux satisfaits d'obéir à la loi. Non, les hommes moraux satisfaits d'obéir à la loi. Petit 2, les hors-la-loi, punis par la justice. Petit 2, les hors-la-loi, punis par la justice. Petit 3, ceux qui gouvernent, ouvrez les guillemets, ceux qui gouvernent, virgule, ouvrez les guillemets, les pires de tous, fermez les guillemets, selon Mandeville. Les pires de tous. Pour moi, on peut dire que cette idée est raccord avec le fait que quelqu'un comme Donald Trump puisse arriver à la tête d'un État. En vrai, ça marche. Ça marche pas que pour Donald Trump. Ça colle avec l'idée qu'un gars comme Adolf Hitler puisse arriver à la tête de l'État aussi. Comme Staline. Mussolini, c'est notre projet, etc. etc. Et donc, on a vraiment des illustrations multiples de ce genre d'analyse psychologique de la politique. À la ligne, la majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. La majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. Point. D'obéir honnêtement à la loi. Point. Il s'agit du peuple, virgule. Des gens ordinaires, virgule. C'est vous et moi, quoi. Il s'agit du peuple, virgule. Des gens ordinaires, virgule. Oui. Point. Il s'agit du peuple, virgule. Des gens ordinaires, virgule. Qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. Point. Il s'agit du peuple, des gens ordinaires, qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. Oh, comme ça. Aspiration politique ou belliqueuse. Aspiration. C'est relatif au fait de faire la guerre. Ils veulent pas faire la guerre, les gens. Ils veulent faire la paix. Ils sont plutôt cool, généralement. La guerre, ça n'a jamais été une affaire de peuple. Les peuples sont toujours trouvés embrigadés dans des guerres dont ils ne voulaient pas, qui étaient montées toutes pièces par des gouvernements ou des entreprises qui avaient intérêt à faire des guerres, ou par des fous furieux qui avaient envie de tuer des gens. Enfin voilà. Dites-vous bien, quelqu'un qui déclare une guerre, c'est pas quelqu'un qui est psychologiquement stable. C'est quelqu'un qui, s'il passe devant un psychiatre, il y a des grandes chances qu'il soit interné. Enfin, il faut bien le comprendre. Les gens ordinaires, bon, ils veulent pas de ça. Qui a envie d'aller s'entretuer quand personne ne veut ça? Oui. Bien sûr que non. Ils sont peinards, mais oui. Ils satisfont leur désir de faire massacrer les gens sans eux-mêmes en souffrir. Logique. S'ils devaient aller eux-mêmes à la guerre, c'est pas sûr qu'ils iraient. C'était une autre époque, ça. L'époque féodale, oui, les seigneurs qui faisaient la guerre. Mais bon, c'est terminé, ça. Vous pouvez lire le roman de Céline, Le voyage au bout de la nuit, il raconte très bien ça. Lui, il est sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Ils mangent tous une demi-ration pendant que leur général, ou leur capitaine, ou leur commandant est bien au chaud à côté d'une cheminée. Il a, s'il faut, les rations que mangent les soldats. Lui, il participe pas au combat. Et ces gens-là décident arbitrairement d'envoyer des gens en première ligne parce que leur tête ne revient pas. Enfin voilà.
Ces gens-là sont des malades mentaux, hein, voilà. Ils ont des problèmes, vraiment. Sérieux problèmes. Mais la plupart des gens, heureusement, ne sont pas comme ça. C'est pour ça que la société peut continuer à exister grâce aux gens ordinaires. Qui ne veulent pas toujours tuer les autres. Et dominer les autres, avoir du pouvoir, etc. Point. Les hors-la-loi, virgule, les déviants, virgule, les hors-la-loi, virgule, les déviants, virgule. Les hors-la-loi, virgule, les déviants, virgule. Les déviants. Ceux qui dévient. Ouais. Les hors-la-loi, les déviants, confortent les autres dans leur désir d'être de bons citoyens. Et hors-la-loi, les déviants confortent les autres dans leur désir d'être des bons citoyens. Voilà. Et hors-la-loi, les déviants confortent les autres dans leur désir d'être de bons citoyens. Voilà. En effet, les punitions qu'ils subissent en effet, les conditions qu'ils subissent, les punitions qu'ils subissent, on est hors la loi, en effet, les punitions qu'ils subissent sont autant de raisons d'auto-légitimation, de légitimation pour soi-même, sont autant de raisons d'auto-légitimation, auto-légitimation, légitimer soi, sont autant de raisons d'auto-légitimation du comportement des hommes honnêtes. Voilà. Sont autant de raisons d'auto-légitimation du comportement des hommes honnêtes. Il n'y a pas encore beaucoup encore. Enfin, pour Mandeville, ceux qui exercent le pouvoir, ne peuvent être autres que ceux, CEX, ceux CEX qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres que ceux CEX qui ne peuvent être autres que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous. Deux points. Les plus violents, virgule, les plus malhonnêtes, virgule, les plus impitoyables. Pour Mandeville, ceux qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous, les plus violents, les plus malhonnêtes, les plus impitoyables. Point. Bref, ce sont les pires de tous. Ah oui, c'est une idée de Mandeville. Pour Mandeville, c'est les pires vraiment qui... il n'y a que, en fait, pour lui, il n'y a que qui peuvent prendre le pouvoir. Point. Ceux-là, CEX-là, ceux-là. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir.
donc ça environ quelques paragraphes. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir, puisque eux seuls peuvent y accéder. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir, puisque eux seuls peuvent y accéder. Point. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. Point. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. Point. Paisiblement et en sécurité. Tranquillement. Point. Par conséquent, mais c'est la conclusion. Par conséquent, c'est-à-dire qu'on termine. Par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État, par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État ne soient ni des philosophes, ni des intellectuels, ni des altruistes. Par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État ne soient ni des philosophes, ni des intellectuels, ni des altruistes. Point. Et il reste encore 2 phrases. Soucieux du bien d'autrui. Ça veut dire tourner vers l'autre. C'est le contraire d'égoïste. Dans altruiste, il y a alter. Alter, c'est vers l'autre. Vers l'autre. Comme autrui. Et tiens, point. Ainsi, une seule phrase. Ainsi, la seule légitimité concrète du pouvoir, ainsi, la seule légitimité concrète du pouvoir, c'est la force. Ainsi, la seule légitimité concrète du pouvoir, c'est la force. Point. Alors, il reste juste un tout petit paragraphe à noter sur Machiavel. Mais il est court celui-là. Il est court, il fait à peine la lettre. Je vais compter les lignes. Il fait. Oui, sauter une ligne. Non, c'est à 40. 35, 34. On a le temps de finir. Là, il fait moins de 20 lignes, ce paragraphe. Il est court. Sauter une ligne. Dès lors, je comprends pas. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Je crois qu'on écrira moins dans la... Voilà. Dès le XVIe siècle, virgule, dès le XVIe siècle, Machiavel, dans Le Prince, Machiavel, M-A-C-H-A-V-E-L, Machiavel, dans Le Prince, propose des éléments de réponse. Point. On a déjà fait presque, on a déjà fait le 5e. Propose des éléments de réponse. Il remarque d'abord que le prince ne doit posséder aucune qualité morale, virgule. Il remarque d'abord
que le prince ne doit posséder aucune qualité morale. Posséder aucune qualité morale. Virgule, oui. Et qu'il doit encore moins agir moralement. Et qu'il doit encore moins agir moralement. Point. En effet, un homme moral, on est presque où. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. Point. Pourtant, le prince ne doit pas non plus se comporter comme un tyran. Pourtant, le prince ne doit pas non plus se comporter comme un tyran. Pourtant, le prince ne doit pas non plus se comporter comme un tyran. Point. Dans ce cas, en effet, il attiserait la haine et la révolte. Dans ce cas, en effet, il attiserait la haine et la révolte. Point. Dans ce cas, en effet, il attiserait la haine et la révolte. Point. Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales sans en posséder aucune. Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales sans en posséder aucune. Point. Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales sans en posséder aucune. Point. On fera une pause, mais on va juste finir ce paragraphe avant. De posséder toutes les qualités morales sans en posséder aucune. Point. Un peuple obéit plus volontiers aucune. Un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité. Point. Un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité. Point. Et là, on est vraiment, il reste 3 lignes. Un peuple obéit plus volontiers à un homme de grande moralité. 4. Par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Ainsi que de sa capacité à maintenir l'ordre. Point. Ainsi que de sa capacité à maintenir l'ordre. Point. On est presque où il reste. Il tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer, ainsi que de sa capacité à maintenir l'ordre. Point. Le prince et avec lui l'État sont en représentation. Deux points. Le prince et avec lui l'État sont en représentation. Deux points.
Et la dernière proposition. L'État, alors le prince avec lui, l'État a son temps représentation, 2 points. Ils ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être. Point final. Pour le moment. Ils ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être. Alors, fini avec cette histoire de Mandeville-Machiavel, là. Nouvelle section. Le bac cette année, alors c'est bon pas en contrôle continu ou il y aura des examens? C'est quand? Oui, pour la philo. Le désir dans la politique. Oui, moi. C'est le désir. Désir, ouais. Quoi, suite? Écoutez, je vais pas vous mentir, moi, j'ai toujours été très loin. Alors, au début, quand c'était l'ancien bac, vous comprenez à peu près comment on calculait. Là, entre les contrôles continus, les spécialités et tout, honnêtement, je capte rien. Donc, ouais, oui, mais c'est quoi fuite par rapport à quoi? Ah oui, ouais, les spé coef 16. C'est parce que la philo, je sais pas, j'imagine qu'elle bénéficie d'un certain prestige. On a voulu en donner un peu aux profs de philo, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, c'est pas encore clair dans l'esprit de tout le monde cette réforme du bac parce que tout le monde n'a pas encore bien compris de quoi il en ressortait. Une chose est sûre, c'est que ça va pas révolutionner le système éducatif. Ça, vous pouvez être certain, soyez tranquille. Bon. Ah oui, alors. Les auteurs. Ça fait 3 fois que je fais ça aujourd'hui, je peux vous dire que je le connais par cœur. Ça, vous connaissez déjà, c'est bien. Oui, c'est ça, il est néerlandais. Juif néerlandais destiné à finir radin, excommunié par sa propre communauté, jugé comme hérétique, on a brûlé ses bouquins de son vivant et après sa mort. Un homme charmant. Ben lui non, justement, en fait, il a publié l'éthique. Enfin, il a voulu que l'éthique soit publiée à titre posthume pour éviter le bûcher, justement. Ok. Alors, j'essaie de me remettre de ce que j'ai entendu là. Allez, allez, on se motive là, il reste même pas 1 heure. Allez, j'explique. Bon, alors, Lordon, c'est quelqu'un qui. Oui, oui. Lordon, c'est un philosophe contemporain. Le bouquin, là, il est paru en 2016, donc il est encore vivant, Frédéric Lordon. Les membres de l'ultra-gauche le connaissent. Enfin, c'est quelqu'un qui milite assez à gauche, si vous voulez, Lordon. Allez, allez. Les affects de la politique. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus après. Lordon, c'est donc un philosophe, un militant assez gauchiste. On l'a vu, on l'aurait vu à Nuit debout, on l'aurait vu dans des manifs de gilets jaunes. Il n'aime pas beaucoup le gouvernement. Enfin, souvent, les philosophes engagés, enfin, c'est rare que les philosophes engagés soient de l'autre côté que la gauche. Ils sont souvent progressistes, ils sont rarement conservateurs. Je dis pas que ça n'existe pas des philosophes conservateurs, mais c'est quand même très très rare. Donc il appartient à une catégorie que notre ministre de l'Éducation a désignée comme étant l'ultra-gauche. Alors je ne sais pas trop ce que c'est l'ultra-gauche.
Qu'est-ce que c'est que l'ultra-gauche déjà? C'est quoi l'ultra-gauche? Est-ce que c'est l'extrême gauche? Eh, parce que c'est ultra. Ah, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est un peu le nom d'une lessive, quoi. Ultra quelque chose, quoi. Mais ultra gauche, quoi. Ils sont pas complètement à gauche, mais quand même, ils sont quand même très à gauche. Ah ouais, non, 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 pas l'extrême. Non, non, non. Pas les nazis, pas tout ça. Non, non, non mais c'est. Ah non, la gauche, c'est les communistes. Non, oui, faut qu'on réfléchisse à ça. Ce que c'est que l'ultra-gauche. Bon, allez, perdons pas de temps. Lordon, en fait, s'inspire de la philosophie de Spinoza pour en tirer une philosophie politique. Mais alors se pose la question, et ça, comme vous avez déjà fait normalement un cours sur Spinoza et la liberté, ce que je vais vous dire vous sera familier. Qu'est-ce qu'il dit Spinoza sur la politique? Spinoza, sur la politique, alors il dit pas rien, mais ce que lui fait dire Lordon, c'est pas ce qu'il dit. En fait, Spinoza, excusez-moi, je commence à m'emmêler les personnes moi aussi. Spinoza, dans l'éthique, donne une définition de ce que c'est que le désir et détermine les attributions et les fonctions du désir. Bon, le désir, c'est une notion classique en philosophie. Si vous faites un cours sur le désir, ben, vous verrez sans doute Spinoza aussi dedans. Bon, ben, mais au moins vous connaîtrez. C'est nécessaire pour comprendre Lordon. Alors voilà la pensée de Spinoza. Spinoza remarque que les êtres humains sont animés par ce qu'il appelle un appétit. Un appétit, ou autrement dit, un conatus. Le conatus, c'est quoi? Allez, concentrez-vous. Le conatus, c'est quoi? Le conatus, c'est le désir de persévérer dans son être. C'est le désir de vivre, en quelque sorte. Ce conatus, chez les animaux, il s'observe sous la forme, par exemple, de l'instinct de survie. Sauf que les hommes ne sont pas seulement des êtres qui sont dotés d'un conatus, d'un appétit, mais dotés du désir. Ils sont capables de désir. Le désir, dit Spinoza, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. C'est-à-dire que, contrairement aux bêtes, nous... Mais vous allez faire silence, arrêtez de faire des blagues. Donc pour Spinoza, l'homme a cette spécificité, il est conscient du fait qu'il désire. Le problème, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il désire, mais il désire. Et son premier désir, c'est celui de continuer à vivre. Vous comprenez bien que si les hommes ne souhaitaient plus vivre, ben, ils se laisseraient mourir. Et donc il n'y aurait plus d'espèce humaine. Or, étrangement, les êtres humains ont envie de continuer à vivre. Et ils ont en plus envie de perpétuer leur espèce. Ça, dit Spinoza, c'est pas très rationnel. Ce désir-là, par définition, le désir, c'est pas quelque chose de rationnel. Le désir, c'est quelque chose que l'on subit. Le désir, c'est passionnel. Nous sommes affectés par un désir, nous en subissons les conséquences, et c'est à nous d'en faire ce que nous pouvons, ce que nous voulons et ce que nous pouvons. Quand conclut Spinoza? Spinoza conclut que si ce désir-là, qui est irrationnel, nous pousse à continuer à exister, eh bien ça veut dire que ce désir, c'est la condition de, justement, la préservation de l'homme. Ce désir, c'est ce qui fait que l'homme, l'être humain, continue à exister. Le désir, dit Spinoza, c'est l'essence de l'homme. C'est quelque chose qui est essentiel. Ça, c'est quand même quelque chose de très fort au XVIe et au XVIIe siècle. Puisqu'au XVIIe siècle, on pense que l'essence de l'homme, c'est l'âme, ce sont les dieux, c'est la raison, le principe de raison, la rationalité, etc., etc. Descartes, Leibniz, Platon, toute cette équipe-là. Spinoza lui dit que ce qui est l'essence de l'homme, c'est pas la raison, c'est la passion, c'est le désir. C'est quand même une mini-révolution dans la philosophie. C'est quelque chose qui peut vous valoir le bûcher à une époque, comme celle de Spinoza aussi d'ailleurs. Mais c'est pas la chose la plus grave qu'il a dite. Vous allez voir, bientôt ça tourne mal. Alors, Spinoza, maintenant, une fois qu'il a constaté ça, se dit, en fait, quand je désire quelque chose, c'est pas motivé rationnellement. Le désir n'a pas de motivation rationnelle. Ça, c'est un problème. C'est notamment un gros problème pour la religion.
Il faut comprendre que pour le christianisme ou le judaïsme de l'époque, mais les chrétiens avaient tendance à brûler plus de gens que les juifs déjà à l'époque, eh bien, ça posait problème parce que un chrétien, il est censé pouvoir se déterminer par rapport à la morale, à savoir s'il est un homme de bien ou un homme qui fait le mal. Pour être déterminé par rapport à la morale, il faut qu'on puisse juger cette personne-là. Et en fonction de quoi on juge une personne? En fonction de ce qu'elle fait, en fonction de ce qu'elle veut. Un homme qui agit mal, on jugera qu'il a voulu mal agir. Un homme qui agit bien, on jugera qu'il aura voulu bien agir. Mais qu'est-ce que ça veut dire vouloir bien agir? Et ça veut dire désirer faire des choses qui sont de bonnes choses. Et mal agir, vouloir mal agir, c'est désirer faire des choses qui sont de mauvaises choses. Or, pour pouvoir désirer faire des choses qui sont des bonnes choses et pour pouvoir désirer faire des choses qui sont des mauvaises choses, il faut qu'il y ait des choses qui soient bonnes et des choses qui soient mauvaises. Parce que s'il n'existe pas des propriétés propres aux choses elles-mêmes qui les déterminent métaphysiquement, moralement, bah alors on ne peut pas dire que quelqu'un désire quelque chose de bon. Ça ne veut plus rien dire. Si la chose n'est pas bonne en elle-même ou mauvaise en elle-même. Mais Spinoza dit, le problème c'est que le désir, il n'obéit pas du tout à cette rationalité. On ne désire pas quelque chose parce que c'est bon, ou parce que c'est mauvais. On désire quelque chose. Alors la conclusion de Spinoza, c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu, enfin entre autres, publier l'éthique, et la conclusion c'est qu'en fait on ne désire pas quelque chose parce que cette chose est bonne ou mauvaise, mais c'est parce qu'on désire quelque chose que cette chose-là devient une bonne chose. Alors, par mimétisme, par imitation, par effet de groupe, allez savoir. Mais l'idée de Spinoza, c'est que ce qui donne aux choses leurs attributions morales ou leur valeur, eh bien, enfin, ce qui fait qu'on peut attribuer aux choses des jugements de valeur, ben, c'est justement le désir lui-même. C'est parce que nous désirons des choses qu'elles sont bonnes. Alors, l'objection qu'on fait spontanément à Spinoza, c'est oui, mais si on désire boire et manger, bah, on sait que ce sont des bonnes choses parce que sinon on ne peut pas survivre. Sauf que non, ça ne marche toujours pas. Parce que pourquoi est-ce qu'on désire boire et manger? Parce qu'on désire survivre. Mais désirer survivre, c'est pas forcément une bonne chose. C'est irrationnel, c'est juste du désir. Boire et manger sont devenus des bonnes choses, pourquoi? Parce que tout le monde les désire. C'est pas le contraire. Bon, on peut prendre des exemples beaucoup plus triviaux. Pourquoi l'iPhone 12 serait une bonne chose? Parce que tout le monde désire le posséder, enfin tout le monde. Et les gens qui aiment bien ce genre de délire, quoi, vous voyez. Je vous donne un exemple issu de l'histoire de l'art. À la Renaissance, les Médicis étaient des mécènes, et pour eux, ils achetaient, on a trouvé des archives, ils achetaient des cornes de licorne. Alors, une corne de licorne, déjà, ça n'existe pas. Donc, c'était un objet complètement délirant qui était fabriqué de toutes pièces ou à partir de matériaux d'origine naturelle par des artistes, des artisans, pour être vendu dans des cabinets de curiosité. Eh bien, les Médicis achetaient ça 30 fois le prix d'une toile de maître à l'époque. Aujourd'hui, personne n'achèterait une corne de licorne 30 fois le prix d'un Picasso. Les gens trouveraient ça complètement débile, quoi. Et pourtant, ça ne serait pas fondamentalement débile. C'est juste que le désir porte à un moment donné sur un objet. C'est ce qui lui donne de sa valeur. Donc, le fait que les choses aient de la valeur, c'est pas parce qu'elles en ont en soi, c'est parce qu'on les désire. Le fait qu'on les désire, ça leur donne de la valeur. Oui. Oui, c'est comme les effets. Aujourd'hui, c'est transposable à tous les effets de mode, effectivement. Oui. Par mimétisme, les choses gagnent de la valeur, se tournent vers elles. Alors, les marques, en fait, elles se rendent désirables par la publicité, en quelque sorte. Cette publicité les rend désirables. Par conséquent, les gens se tournent vers les marques et alors, ben, ça devient de bonnes choses, effectivement. Ça fonctionne assez bien aussi. Même si je trouvais que mon exemple issu de l'histoire de l'art était plus amusant. Mais bon, ça marche très bien. Oui. Alors, comment on transpose ça à la politique? Ben, Lordon dit c'est très simple. En fait, dans un régime dans lequel la personne qui est au pouvoir a besoin d'être plébiscitée par le peuple, alors soit elle a besoin d'être simplement appréciée, soit elle a besoin d'être élue, elle a besoin de voter pour elle, eh bien, il faut que cette personne-là soit séduisante. Lordon dit que la personne qui a le pouvoir, qui réussit à gagner le pouvoir, à prendre le pouvoir, c'est la personne qui réunit le plus gros affect commun. C'est la personne qui séduit le plus, qui plaît au plus de personnes. Et une fois que vous arrivez à plaire au plus de personnes, enfin au plus de personnes possible, ça c'est assez trivial ce qu'on dit finalement, eh bien vous arrivez
naturellement à prendre le pouvoir. Cela, vous l'aurez compris, n'a rien à voir avec la raison. Et ce mécanisme-là du désir exclut même la raison, exclut le fonctionnement de la raison. Imaginez très simplement cette situation. Allez, restez encore concentrés, il nous reste une petite demi-heure. Imaginez que, je ne sais pas, vous ayez dans une élection présidentielle deux candidats qui se présentent et qui fassent des discours. Le premier, supposons que c'est quelqu'un de tout à fait rationnel, qui a envie de diffuser des connaissances au sujet de la politique, de la philosophie politique, de l'économie, des sciences sociales, des sciences exactes aussi, à la foule. Bon, cette personne-là se présentera, commencera ses discours, et ces discours ressembleront à des espèces de cours magistraux de philosophie politique, de sociologie, enfin de tout un tas de sciences humaines, où il essaiera d'expliquer aux gens comment fonctionne la politique, pourquoi ses idées sont meilleures que celles de l'autre, parce que pour tel ou tel argument, telle ou telle raison, enfin, il y aura une pensée construite, argumentée, forcément pas très accessible, pas très abordable, difficile à comprendre, mais tout à fait justifiée, tout à fait rationnelle. Il faut bien comprendre que les pensées rationnelles sont rarement faciles d'accès. Vous vous en rendez compte quand vous faites de la science, la pensée rationnelle, elle n'est pas toujours facile à appréhender. En philosophie, alors en philosophie c'est encore plus compliqué parce que tout n'est pas toujours rationnel, mais en philosophie, c'est pas non plus intuitif ni facile d'accès. Donc vous imaginez bien qu'un tel candidat, ce qu'il fera généralement, c'est qu'il pourra parfaitement endormir son auditoire, dans le meilleur des cas, ou alors il le perdra, ou alors il attisera la haine et peut-être la moquerie. C'est-à-dire qu'on pourra dire, regardez, celui-là, il se fait passer pour un intello, il ne peut pas dire des choses simples. Nous, qu'est-ce qu'on est intelligent, on a tout compris. Bon, c'est la réaction moyenne de l'abruti moyen, ça, si vous voulez. Mais bon, c'est aussi le public des personnes qui seront à lire. Bon, à côté de ce candidat-là, vous avez quelqu'un qui organise des meetings grandioses dans lesquels il fait appel aux émotions des gens. Il prononce de beaux discours, il explique qu'il faut penser printemps, il parle de projets, de choses comme ça, vous voyez. Et là, la foule vibre, la foule tremble, la foule est transportée, emportée. Et bien sûr, cette personne-là, je sais pas, en plus, elle fait en sorte de faire de la publicité pour elle, d'être présente dans tous les journaux, tous les magazines. Elle s'habille bien, elle est belle, elle est jeune, elle est dynamique. Bref, elle a toutes les qualités pour séduire, pour susciter le désir. Et comme cette personne suscite le désir, il y a toutes les chances qu'elle remporte le pouvoir politique, qu'elle remporte la bataille politique. Elle n'a pas besoin d'être rationnelle, au contraire. Si elle faisait preuve de rationalité, si elle faisait preuve d'intelligence, si elle n'en appelait à l'intelligence des masses, elle ne les séduirait pas. Sauf, bien sûr, si ces masses étaient sensibles au plaisir lié au savoir, à la connaissance. Mais jusqu'à présent, c'est pas à ça que sont sensibles les masses. Donc on comprend bien on comprend pourquoi en fait les personnes qui sont élues sont rarement des intellectuels. Cherchez un homme politique qui a eu le pouvoir qui était un intellectuel. Honnêtement, je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité il y en a eu un seul. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes de pouvoir. Je ne sais pas s'il y en a un seul. Je ne crois pas. Hein. Vraiment, je ne crois pas qu'il y en a eu un seul qui ait été un intellectuel. Oui. Je ne résiste pas à vous raconter cette anecdote. Bon, alors Macron, c'est quelqu'un qui a fait l'ENA déjà, donc faut se calmer. Bon, c'est pas, enfin, l'ENA, c'était l'école de l'administration nationale de l'administration. En fait, la plupart des hommes politiques sortent de l'ENA. Puis il a travaillé à Rothschild, c'est un banquier. Donc j'ai ma compagne qui a fait à l'époque des études de droit à la Sorbonne, et elle a eu un prof qui était un vieux prof de droit, qui a enseigné à Sciences Po, qui a aussi enseigné à l'ENA, et qui était le prof d'Emmanuel Macron, justement, à l'ENA. Et alors, à la fin, avant de faire son master, pour savoir dans quoi il allait s'orienter, Macron est venu voir ce prof de droit, et lui a demandé conseil pour son avenir. Le prof de droit lui a dit, voilà, plusieurs choses s'offrent à vous. Vous pouvez, si vous voulez avoir une activité intellectuelle, faire de la recherche. Vous ferez un doctorat. Bon, vous ne gagnerez pas forcément beaucoup d'argent, mais vous ferez des choses stimulantes sur le point de vue intellectuel, vous ferez avancer la recherche. En gros, bon, c'était possible quand on sort de l'ENA. Vous pouvez également faire juste quelque chose qui vous plaît. Donc, vous prenez une filière du droit qui vous plaît, vous faites ce qui vous plaît, puisqu'il s'intéressait au droit. Bon. Ou bien, vous pouvez aussi faire du droit fiscal. Alors ça, c'est pas très intéressant, mais ça rapporte énormément d'argent. Alors, devinez ce que Macron a choisi. Alors, je pense que ça répond à votre question.
Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on fait des études, on est forcément un intellectuel. Ce sont deux choses très différentes. De mobiliser son esprit pour répéter des choses qu'on apprend et de le mobiliser pour réfléchir à des questions. C'est pas pareil quand même. Donc, le président Macron est devenu un banquier. Et, euh, et donc ça veut dire qu'on est géré aujourd'hui par un banquier. Oui, ouais. Ah oui, mais ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en fait, comment le dire sans se montrer trop méchant avec l'institution? Si vous voulez, pour réussir dans les études, il faut un certain nombre de qualités, d'éléments ou même de chances, si vous voulez. Pour réussir dans les études, c'est un concours de circonstances et puis il faut surtout avoir un certain nombre de codes. On le voit bien, enfin moi c'est quelque chose que j'ai vu en passant les concours de l'éducation nationale. La voie royale pour devenir prof de philo, ce qui est très étonnant d'ailleurs, ou pour devenir professeur d'université, eh bien vous faites votre bac généralement scientifique, après vous faites votre prépa lettres, puis après vous faites l'école normale, et quand vous sortez de l'école normale, vous passez le CAPES, la grec, le doctorat, et après la qualification. Bon. Et en fait, vous vous rendez compte soit quand vous êtes dans ces milieux-là, soit quand vous les fréquentez, que ce qu'on demande dans ces grandes écoles sont des exercices de pure rhétorique. C'est vraiment de la rhétorique, c'est-à-dire que euh, le raisonnement est toujours quelque chose de très 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 secondaire. Mais vraiment de quelque chose de très 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 secondaire. Ce qui compte, c'est vraiment la forme, la rhétorique, la manière dont vous allez amener le raisonnement. Euh, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est un excellent rhéteur. Ça, on ne peut pas lui enlever. Vraiment, en rhétorique, c'est quelqu'un qui est excellentissime. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en pleine crise du Covid, alors qu'il fait n'importe quoi, arrive à gagner des points de popularité. Donc c'est dire si sa rhétorique est vraiment excellente. C'est quelqu'un qui a une vraie qualité pour ça. Si vous voulez vous assurer que c'est ça la garantie de la réussite dans ces grands concours, eh bien dites-vous que des gens comme Bernard-Henri Lévy, donc, vous pouvez penser que c'est quelqu'un de brillant, mais bon, je ne pense pas que vous emporterez raison avec cette idée-là. Quelqu'un comme Raphaël Enthoven, vous pouvez penser que c'est quelqu'un de très intelligent aussi, mais bon, on peut aussi en douter, sont des gens qui ont eu d'excellentes notes dans ces concours-là. Ce sont des gens qui ont eu entre 18 et 20 sur 20 au concours de l'école normale supérieure. Est-ce que Bernard-Henri Lévy est quelqu'un d'intelligent? Est-ce que Bernard-Henri Lévy, BHL, documentez-vous. Est-ce que Raphaël Enthoven est quelqu'un de très intelligent? Ce sont des gens qui sont capables d'une très très bonne rhétorique. Ils enveloppent, en fait, ils disent pas grand-chose, ils disent des choses très grandiloquentes avec des beaux mots et des références approximatives à des auteurs, et ça passe. Si vous voulez, une note, ça ne qualifie jamais une intelligence. Une note, en fait, si vous avez une bonne note, ça veut dire que vous réussissez à faire ce qu'un certain système attend de vous. Voilà. Et si vous avez 20 sur 20, ça veut dire que vous avez réussi à faire tout ce que le système attendait de vous. Maintenant, pour que ce soit un témoin d'intelligence, ça veut dire que ce système-là attend de vous que vous soyez intelligent. Mais si ce système-là n'attend pas de vous que vous soyez intelligent, le fait que vous ayez 20 sur 20, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ça veut dire que vous avez fait ce que le système attendait de vous. Vous avez réussi un exercice de rhétorique en récitant votre cours comme un bon petit soldat. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Ah, ce sont des choses très très différentes. Platon, Platon donne dans la République une bonne définition de l'intelligence. Il dit que l'intelligence, elle se définit avant tout par la curiosité. Vous savez, par le fait qu'on sache qu'on est suffisamment ignorant pour justement se dire je suis ignorant, je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre. Donc je deviens curieux. Et comme j'ai besoin d'apprendre et que je suis curieux, j'apprends des choses et je me cultive et je deviens de plus en plus cultivé, je sais de plus en plus de choses, je sais de mieux en mieux raisonner, je deviens de plus en plus intelligent. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui est à la tête de l'État, donc qui a la prétention de pouvoir savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux, c'est pas quelqu'un de curieux ni qui se demande, enfin ni qui sait qu'il ne sait pas. C'est le contraire, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour tout le monde. Ça, c'est vraiment pas quelqu'un d'intelligent. Bon, j'espère vous avoir convaincu avec mes arguments. Peut-être pas. Après, vous pouvez ne pas être convaincu. Vous pouvez répondre. Dites-moi pourquoi. Ben, Non, c'est pas l'idée. Hein. L'idée,
c'est qu'il est contre la nature du pouvoir de porter à sa tête quelqu'un d'intelligent. C'est ça l'idée de Lordon. Ou l'idée de Mandeville. Le pouvoir n'attire pas les gens intelligents. Ou alors, il les chasse. Il les chasse parce que pour s'exprimer, le pouvoir, il a besoin d'une certaine violence, d'une certaine coercition. Quelqu'un d'intelligent n'a pas envie de soumettre les autres, n'a pas envie de dominer les autres. Il a envie de comprendre le monde. Quand vous avez envie de comprendre le monde, quand vous occupez votre esprit à comprendre le monde, vous ne vous occupez pas de dominer les autres, si vous voulez. Ce sont deux choses très différentes. L'exercice du pouvoir politique nécessite de dominer les autres. Quand vous êtes à la tête de l'État, vous êtes à la tête d'une armée, d'une police, vous bastonnez les gens, vous les faites mettre en prison, vous mettez en place des lois qui décident de l'avenir de chacun. Vous êtes dans la domination, vous n'êtes pas dans la raison. C'est pour ça, en fait, l'idée, c'est l'idée de ce paragraphe-là. Hein. Je dis pas que là, je donne les arguments des auteurs. Hein. L'idée, c'est qu'il y a une distinction vraiment entre l'activité de raisonner et de faire de la philosophie ou de faire de la science ou de faire réfléchir, quoi, et l'activité d'exercer le pouvoir, qui exclut littéralement, qui est à l'opposé même de l'exercice de la rationalité. Ce sont des choses fondamentalement différentes. Quand je vous parle d'un intellectuel, je ne dis pas que les hommes politiques n'ont pas fait d'études et qu'ils n'ont pas un certain niveau de culture, qu'ils n'ont pas un très important capital culturel. Ça, c'est évident que si, ce sont des gens très instruits, qui ont un grand capital culturel. Bon, après, la composition de ce capital culturel, bon, peut-être qu'il y a des choses à déplorer, mais en tout cas, ça, de facto, oui, ils l'ont. Mais de l'autre côté, vous avez rarement vu une pensée d'une prodigieuse fulgurance et d'une prodigieuse lumière sortir de ces esprits-là. Il n'y a jamais rien de très original qui sort de leur esprit. Quand vous écoutez leur discours, après, c'est parce qu'ils sont aussi prisonniers de leur fonction. Leur discours, c'est un discours qui... on verra dans le grand 3 la question du discours dans la politique, mais c'est quelque chose de... c'est une coquille vide. Enfin, je peux vous donner X citations d'hommes politiques où ils disent des choses qui ne veulent rien dire. Allez, je vous en donne une. Quand la flèche de Notre-Dame a brûlé, le Premier ministre avait tweeté, à l'époque, il faut reconstruire une flèche adaptée aux enjeux de notre temps. Ça veut rien dire. Je vous en donne un autre. Il faut penser printemps. Ça veut rien dire. Vous voyez, j'avais fait un exercice il y a 2 ans avec une TS. Pendant les élections européennes, donc c'était la candidate LREM, c'était Nathalie Loiseau. Et alors elle avait dit, elle avait dit ça, voilà. Elle a dit, voilà, moi je suis là parce que, pourquoi je suis là? Parce que les Français veulent plus d'Europe. Et alors, on avait discuté pendant une demi-heure avec la classe à savoir qu'est-ce que ça veut dire les Français veulent plus d'Europe. Donc on s'était rendu compte que les Français veulent plus d'Europe, ça veut dire environ 60-70 choses différentes. Vous comprenez bien qu'une phrase qui veut dire 60 ou 70 choses différentes ne veut rien dire. C'est le vide total. C'est l'encéphalogramme plat. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe là-haut, quoi. Sinon, vous dites des choses qui sont intelligentes. Ou alors vous êtes parfaitement cynique et vous le dites dans des logiques électoralistes pour justement attirer, séduire les masses, pour rassembler les gens, pour faire voter des gens pour vous. Parce que vous comprenez que si vous dites une chose qui veut dire plusieurs choses à la fois, tout le monde se sent concerné, tout le monde est embrigadé et tout le monde vous plébiscite. Et donc vous avez le pouvoir. Mais il n'y a rien de noble là-dedans, il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien d'intelligent. C'est du calcul, si vous voulez. C'est de la ruse. C'est pas de l'intelligence, c'est pareil. Bref, il faut qu'on avance. Vous m'avez fait faire 10 minutes d'argumentation et je n'ai pas dicté le cours. Un peu. Pas beaucoup. Dernière chose. Je vais dicter puis on verra si j'ai le temps pour la dernière chose. Bon, c'est bien que vous soyez intervenu parce que c'est cool, parce que le cours sur la politique il est souvent assez clivant en fait. Et c'est bien qu'il le soit parce que les gens ont des idées et c'est bien qu'ils les défendent. En fait, ça devrait être ça normalement la politique. Les gens devraient discuter de leurs idées sans craindre d'être jugés ou d'être vilipendés, ou d'être insultés. Enfin. Donc, le problème, c'est qu'il nous manque vraiment une éducation politique fondamentale. On a l'impression que la science, ben oui, c'est pour les spécialistes. Alors, quelle que soit la science, c'est pour les spécialistes. Bon, la philosophie, c'est peut-être pour certains spécialistes, mais la politique, tout le monde peut en faire. Donc, c'est un peu le truc de Tocqueville, ça. Si vous donnez, je vous spoil un peu le grand 3, mais si vous donnez à tout le monde la possibilité de faire de la politique parce que vous trouvez que c'est quelque chose qui
peut être fait par le commun des mortels, mais vous êtes gouverné par n'importe qui, quoi. C'est logique. Bon alors, on note. Frédéric Lordon, oui c'est son prénom, oui. Frédéric Lordon, il est encore vivant. Écrivez Lordon si vous préférez. Frédéric Lordon propose une analyse des systèmes politiques qui repose sur les affects. Frédéric Lordon propose une analyse des systèmes politiques qui repose sur les affects. Point. Sa réflexion sur les affects, oui, c'est autonome le mot affect. Généralement, quand on fait la politique et la religion, ça saigne un peu. Ça va pas trop saigner. Sa réflexion s'appuie sur la politique. Pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique. Point. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre. À un conatus. Oui, au tableau. Donc subordonné à un désir de vivre, à un conatus. Oui, virgule, à un conatus. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre, virgule, à un conatus. Oui, c'est le désir de persévérer dans son être, le conatus. Point. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient qui conduit les hommes à vouloir exister. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient qui conduit les hommes à vouloir exister. Point. Or, les hommes sont conscients de leurs désirs. Or, les hommes sont conscients de leurs désirs. Point. Mais ils ignorent pourquoi ils désirent. Mais ils ignorent pourquoi ils désirent. Point. Ainsi, Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets, ainsi Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit, fermez les guillemets. Ainsi Spinoza affirme que, entre guillemets, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit.
Voilà. Bon. Oui, fermez les guillemets, point. En effet, l'être humain a conscience de désirer. En effet, l'être humain a conscience de désirer. Virgule. En effet, l'être humain a conscience de désirer. Virgule. Même s'il ne choisit pas de désirer. Même s'il ne choisit pas de désirer. Voilà. On a déjà bien avancé. Cela conduit Spinoza à conclure que, ouvrez les guillemets, cela conduit Spinoza à conclure que, cela conduit Spinoza à conclure que, ouvrez les guillemets, le désir, c'est l'essence de l'homme, fermez les guillemets, virgule. Le désir, c'est, oui, cela conduit Spinoza à conclure que, entre guillemets, le désir, c'est l'essence de l'homme. Virgule. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Virgule. La condition nécessaire à son existence, bon là on a fermé les guillemets, hein, la condition nécessaire à son existence et à sa perpétuation en tant qu'espèce. Et à sa perpétuation en tant qu'espèce. Point 1. En tant qu'espèce, oui. En tant TNT, quoi. Point. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison, point virgule. Oui, point. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. N'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Elle obéit au désir, virgule. Elle obéit au désir, virgule, aux passions, virgule. Et est alors fondamentalement irrationnelle. Et est alors fondamentalement irrationnelle. Elle obéit au désir, aux passions, et est alors fondamentalement irrationnelle. Point 1. Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses, Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses ne dérivent pas de leurs propriétés intrinsèques, ne dérivent pas de leurs propriétés intrinsèques, ne dérivent pas de leurs propriétés intrinsèques, virgule, mais sont étroitement liés au désir. Mais sont, oui, une propriété qui est propre à la chose elle-même, qui vient d'elle. C'est le contraire d'extrinsèque qui vient de l'extérieur.
Là, il y a plusieurs propriétés. Alors, mais sont intimement liés ou étroitement liés au désir. Point. On ne désire pas. C'est bon? Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses ne dérivent pas de leur propriété intrinsèque, mais sont étroitement liées au désir. Point. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'on la désire. Point à la ligne. On a presque au bout là. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'on la désire. Point à la ligne. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'on la désire. Point à la ligne. J'ai expliqué tout ça. Mais je reviendrai tout à l'heure dessus. Ou la prochaine fois si vous voulez, il faut qu'on avance. En fait, oui. C'est le désir qui rend les choses séduisantes, en fait. Ce qui rend les choses attirantes, c'est le fait qu'on les désire. Non, justement. Oui. Oui, c'est un chiasme. À la ligne, Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Cette mécanique du désir à la vie politique. Point. Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect, virgule, de désir. Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect, virgule, de désir. Point. Oui, est affaire d'affect, virgule, de désir. Point. Oui. Point. Le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule. Le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule. Le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule. Celui qui réunit le plus gros affect commun. Du coup, notre discussion m'a empêché de vous raconter cette histoire du conatus de la chaise. Tant pis. Qui réunit le plus gros affect commun. Le vainqueur en politique, c'est le plus désiré, celui qui réunit le plus gros affect commun. Point. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. Point. Dernière phrase avant l'exemple, et après ce sera fini. Ce qui la détermine réellement, c'est le désir irrationnel. Ce qui la détermine réellement, c'est le désir irrationnel. Irrationnel. Ce qui la détermine réellement, c'est le désir irrationnel. On va être dans les temps, on va être bon, Point à la ligne, exemple. Exemple. Ça va, ça fait 4 lignes. 6 lignes. On a eu 2 heures, c'est pour ça. Dans Fahrenheit 451, c'est au tableau. Dans Fahrenheit 451. Lisez le bouquin si vous ne l'avez pas lu, il est court, ça se lit en un jour. Dans Fahrenheit 451, Bradbury expose une scène. Bradbury expose une scène. 451, c'est au tableau. Bradbury, c'est au tableau aussi, expose une scène
Et il reste 3 phrases, quoi. Dans laquelle les personnages discutent des élections présidentielles. En fin 1451, Bradbury expose une scène dans laquelle les personnages discutent des élections présidentielles. Point. Des élections présidentielles. Point. Allez, il reste 2 phrases. 4 lignes ici. Il est question de plébisciter. Plébisciter, c'est SC. Il est question de plébisciter un candidat. C'est dans le bouquin, ça vous pouvez le lire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Plébisciter un candidat au motif que... Plébisciter, oui. C'est une scène qui m'a marqué, traumatisé même. Au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Il est question de plébisciter un candidat au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Point, dernière phrase. Il est question de plébisciter un candidat au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Donc les gens vont voter pour lui parce qu'il est jeune, beau et dynamique. Point. Cet exemple, tiré d'une fiction, bien sûr, rien à voir avec la réalité, soyez rassurés. Cet exemple, tiré d'une fiction, illustre le caractère irrationnel de la vie politique. Cet exemple, tiré d'une fiction, illustre le caractère irrationnel de la vie politique. Vous comprenez que si vous votez pour quelqu'un, ça c'est fictif, ça c'est pas arrivé dans la réalité. Si vous votez pour quelqu'un parce qu'il est beau, jeune et dynamique, le sens même du discours politique est vide. Illustre le caractère irrationnel de la vie politique. Oui, de la vie politique, oui. Ou de la réalité politique, voilà ce que vous voulez. Mais voilà, l'idée de Bradbury, c'est ça, c'est bon, si on en arrive à voter pour quelqu'un parce qu'il est vraiment juste beau et dynamique, c'est que on est dans autre chose que la rationalité.